présentation, c'est en anglais. Noise Optimized Neuromorphic Spiking Radio in Context Aware IoT. Et on va voir qu'est-ce que c'est. La première chose à se rappeler, c'est que quand on parle d'IA, on vient toujours parler d'intelligence artificielle, des logiciels, des réseaux de neurones, comme est présenté à votre droite. Et ce type de réseaux-là, ils sont basés sur des ordinateurs, des solutions qui sont binaires, dans une architecture qui est classique, connue comme von Neumann. Dans l'architecture von Neumann, vous avez la mémoire d'un côté et le calcul de l'autre côté. Et il y a toujours un goulot d'entendement qui est passer l'information entre la mémoire et l'unité de calcul, et vice-versa. En revanche, la vraie intelligence, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la vôtre, l'intelligence naturelle. Et pour mes côtés, vous êtes en train d'utiliser votre cerveau, qui est composé de neurones, c'est-à-dire de cellules, qui ont des ions qui rentrent et des ions qui sortent, soit du sodium, soit du potassium. Et cette membrane de votre neurone est en effet un kappa qui va se charger et se décharger. Et ce signal des charges et de décharge va se propager dans les axons et va jusqu'au synapse pour qu'un neurone puisse communiquer avec un autre neurone. Une autre chose on pense toujours à l'intelligence artificielle, c'est au cloud computing. C'est quelque chose qui est à la mode. Tout le monde utilise ChatGPT, tout le monde a déjà utilisé un moteur de recherche, un traducteur, et c'est très bien. Nous avons eu des avancées très importantes en deep neural network, avec des capacités de performance qui sont incroyables en détection de voix, en détection d'images. Et aujourd'hui, je dirais même qu'ils sont des outils très faciles à prendre en main. Aujourd'hui, on peut prendre ça en licence et faire un cours, et les étudiants, ils apprennent avec Python à faire leur propre IA et détecter les chiffres, ou détecter et différencier un chat d'un chien ou d'un cheval. Les perspectives en recherche sont plutôt dans tout ce qui est nouvelle architecture d'IA. On va utiliser des modèles qui sont de plus en plus profonds, de plus en plus grands, et on va chercher les propriétés ou les hyperparamètres de l'IA. Et c'est là où il y a les verrous scientifiques du côté cloud compute. Mais moi je ne fais pas ça. Moi, je ne trouve pas comme ça. Et ce que je cherche à faire, c'est ce qu'on appelle les circuits neuromorphiques. C'est-à-dire, on va essayer de faire cette IA-là du côté électronique, microélectronique, matériel, embarqué et au plus proche possible des capteurs. Donc, ce qu'on est déjà arrivé, c'est de faire de l'IA proche des capteurs, Edge IA. Pourquoi on fait ça? Pour faire du calcul en temps réel. Et on va avoir les points de calcul et les points de stockage, mémoire et circuit qui sont ensemble, dans un même nœud. C'est-à-dire, on casse le paradigme de l'ordinateur von Neumann. Les perspectives de cette recherche-là, c'est moins de silicium, qui dit moins de silicium dit moins d'argent, vous connaissez tous, microélectronique, FMNT. Basse consommation, on va augmenter l'efficacité énergétique et on espère pouvoir apporter une solution qui est soutenable, qui est meilleure pour l'environnement. Alors, pourquoi l'IA c'est pas bon? Et peut-être certains de ces chiffres, vous le savez déjà. En fait, l'IA, elle n'est pas verte, elle n'est pas respectueuse de l'environnement, elle ne peut pas être. Le premier exemple que je porte, c'est sur un cloud d'IA de Google, c'est le premier image qui est en haut. Il y a 2,5 millions de serveurs et en 2020, vous vous rappelez ce que vous étiez en train de faire en 2020? On était chez nous et on a consommé 15,5 TWh. C'est beaucoup. Des usines nucléaires sont 1 MWh, d'accord? Le deuxième exemple, c'est le AlphaGo. Go, c'est un petit jeu asiatique très connu, très commun, et c'est très utilisé aussi pour faire des benchmarks. Donc, ils ont fait un réseau de neurones qui joue du Go, ça s'appelle AlphaGo, c'est le type neural network. Il y a 2000 GPU et ça consomme 1200 kW en moyen pour jouer ce jeu-là. C'est quand même pas mal. Et il y a une expérience que j'ai vue qui est très intéressante, c'est les voitures autonomes. Il y a plein de chercheurs qui sont en train de faire des voitures autonomes. Et pourquoi pas mettre l'IA dedans pour prendre des décisions? C'est parti, ils ont fait des convolutional neural networks avec des ASIC spécifiques, avec des unités de calcul neuromorphiques intégrées. Ils ont mis 64 et ils ont trouvé la marque on a besoin de 30 kWh pour que cette voiture se conduise de manière autonome pendant une centaine de miles, c'est-à-dire 150 km. Je ne sais pas si vous êtes connu en méca et que vous aimez la voiture. En fait, ça, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur que le moteur thermique d'une voiture est capable de générer. Donc, il y a quand même un problème de consommation dans cette histoire. Alors, quels sont les vrais challenges, les vrais défis scientifiques de ce sujet? Et là, ce qu'on va proposer, c'est une solution d'IA qui soit le plus proche des capteurs, l'IA Edge, et qui soit à ultra faible consommation, et qui puisse régler le problème des IoT et proposer d'Internet d'objets
pour le futur, 2.0, 3.0, et évoluer cette connectivité des objets. Il y a 4 solutions, 4 axes envisageables pour résoudre ce problème. La première chose, c'est chercher des réseaux de neurones par spike et qui sont implémentés sur matériel. La deuxième chose, c'est chercher une solution qui soit bien inspirée. Par exemple, vous êtes en train de me écouter, vous êtes en train de me voir. Donc, au moment que je vous regarde, je sais, il y a certains qui tournent la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de maximiser la réception de la puissance du canal. Et si je transpose ça, parce que pour vous, c'est vision et audition, si je pense à l'électronique, c'est champ électromagnétique. Parce que les IoT, ils se communiquent, ils s'entendent, ils se voient avec des champs électromagnétiques. Pourquoi pas faire pareil? La troisième chose, c'est entraîner cette IA-là avec un dataset. Tous les IA ont besoin de données, hein, mais nos données à nous, comme elles vont être pour la mesure, elles peuvent être inspirées de la physique, avec les équations de la physique. Cela, ça va nous permettre de faire des modèles d'IA qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus spécifiques et performants pour le problème qu'on veut traiter avec l'IA. C'est ça le verrou à élever. Et la dernière chose, c'est minimiser la communication. Parce qu'en fait, le vrai problème de ce téléphone portable, c'est pas seulement qu'il est en train de faire acquisition de données, c'est qu'après, il va envoyer tout ça dans le cloud. Et la transmission d'informations dans le cloud, qui dit beaucoup de données, big data, dit aussi big conso. Et on ne peut pas peu consommer avec beaucoup de données et avec beaucoup de performance. Donc, ça c'était juste pour donner un élément de contexte de cette recherche, pour arriver à cet épisode d'aujourd'hui, qui est le résultat d'un papier de journal que j'ai publié. Et pour vous introduire dans le contexte, dans le sujet, je vais montrer un peu ce qu'on a dans la littérature de circuits neuromorphiques pour faire des radios ultra faible consommation, avec cette côté qui cognitif de on va sentir le champ électromagnétique et on va se guider avec. On va proposer une optimisation du bruit vers un phénomène qui s'appelle les résonances stochastiques. Et finalement, je vais vous présenter les résultats de simulation post-layout, prêt à envoyer à fabrication, avec la performance et aussi la fiabilité de la radio. Pour y arriver, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un neurone électronique implémenté? Le premier exemple, c'est celui-ci. Le circuit électrique qui est à droite, il choque peut-être pas. Il a été publié en 2017 par les collègues lyonnais. Il est composé dans les grandes lignes par 2 inverseurs. Le inverseur numéro 1, il y a 2 transistors numérotés, hein, et le inverseur numéro 2. Et cela, ça fait un bloc de contraction d'un côté avec un PMOS, de l'autre côté avec un NMOS. Et ça fait en effet une charge-décharge d'une capa de membrane modélisée par CM. Et ces charges, des charges, ils vont en fait miner, bio-inspirées, des charges de sodium et de potassium, les ions qui trafiquent dans les neurones du cerveau des mammifères. Et il y a plusieurs topologies, plusieurs modèles. Par exemple, il y a aussi le Leak Integrated Amplifier. Celui-ci, je vous présente, c'est le Morris Laker. Et il y a aussi des variations en différentes surfaces et de différents consos avec un compromis entre vitesse, conso, vitesse, surface. Et dès qu'on fait la mise en échelle, on passe de 65 nanomètres à 28 nanomètres. Ce qui est montré dans l'état de l'art en 2022, c'est qu'en fait, on arrive à faire encore mieux et encore mieux. Donc ça suit la loi de Moore dans le sens numérique des choses. Mais s'inspirant de ça, moi et l'équipe avec qui j'ai travaillé avant, en 2023, nous avons proposé une autre version, ce qu'on appelle la biomimétisme. On va essayer de capturer le biomimétisme. Donc, vous repérez d'abord bien au milieu de schématique le neurone d'avant. Et ce qu'on a ajouté, c'est en fait l'action qui va faire le propager ce signal. Donc, en fait, c'est une sorte de filtre, de ligne de propagation. Bon, garde les bonnes proportions. Et ensuite, on a travaillé aussi dans les entrées et dans les sorties pour faire ce qu'on a dans les circuits numériques, les fan-in et les fan-out. Et on a trouvé que 3, c'était un bon nombre dans cette étude-là, qui était publiée en 2023. Et on arrive à neurone qui a des entrées et des sorties en courant et qui a une taille qui est contrainte quand même. Ça fait de 10 micromètres par 10 micromètres à peu près. Et ça nous permet de faire l'intégration en large échelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut coder le poids synaptique par une constante physique qui est en fait le width, la longueur d'un transistor, le WK. Et si je fais du 10 micromètres, c'est la ligne rouge, mon neurone il est inhibé. Si je fais du 2 micromètres, c'est la ligne bleue, mon neurone il est plus excité. Et en fait, pour faire ça, il suffit juste de changer le nombre de fingers du transistor qui est ici. Et en faisant ça, on est en train de recréer une sorte de bibliothèque des composants comme on a dans les technologies actuelles pour les transistors
qui deviennent des portes logiques X1, X2, X3, X4 jusqu'à X10 avec plusieurs types de fanal différents. Tout ça avec une faible consommation, 10 femtojoules par spike, et avec un mismatch, un erreur qui est suffisamment limité. Bon, mais je suis là aussi pour parler des rêves, et c'est à ça que je rejoins Chroma. C'est pour développer un radieux qui va vers les solutions neuromorphiques. Et celui-ci, c'était le résultat de ma doctorante qui est venue en octobre 2024. Elle a proposé en fait une configuration avec 4 antennes. On était à l'époque à 2,4 GHz. Et ces 4 antennes-là, par la différence de puissance qu'elles reçoivent dans chacun des canaux, elle est capable de dire, par le TDOA, qui est le signal qui est arrivé d'abord, ou qui est le signal qui est le plus fort, et disons, déterminer quelle est l'antenne qu'il faut s'utiliser dans la suite. Comme on fait naturellement avec 2 yeux, 2 oreilles, on sait si elle tourne à droite ou tourne à gauche, ça dépend de qui nous parle. Pour la chaîne de traitement neuromorphique, nous avons un détecteur d'enveloppe et un synapse avec un neuron biomonétique. En fait, ces 2 blocs-là, je vous ai présentés dans les slides précédents. Et dans la suite de ses travaux, elle a proposé un réseau de neurones par spike avec cette architecture-là qui est capable de détecter dans un cercle. En fait, on a fait le problème dans un plan. Et dans un cercle, elle était capable de dire quel est l'angle d'arrivée. Donc, c'est-à-dire chaque cadran, il y en a 4, et 45 degrés par cadran. Donc, en fait, elle couvrait tout le cercle, comme ça. Il y a eu lieu pour ces résultats 2 papiers en 2024 et un autre journal récemment en 2025. Mais cette doctorante aussi, elle a montré en 2023 qu'il y avait des problèmes pour entraîner ces circuits-là, les circuits type spike, qui est lié au bruit. Et je ne sais pas si on a des experts en bruit ici, mais au moins certains numériques savent que ça veut dire le bruit jitter noise. Et en fait, c'est un jitter d'horloge et c'est un oscillateur en soi, un oscillateur de Dirac, de peigne de Dirac, et il y a une incertitude dans la position du Dirac dans le temps. Et cette incertitude, ou le rising edge, si on imagine un numérique to clock, elle va changer au fur et à mesure. Et cette incertitude, elle est montrée avec le Power Spectrum Density du bruit, qui en fait la moyenne, elle change avec le numéro du spike, si c'est le premier ou si c'est le dernier, et aussi l'écart type, la variance de la distribution, elle change. Et donc, plus de spike, plus compliqué, parce qu'en fait la moyenne, elle dérive dans le temps et elle augmente son énergie. Okay? Dans ce travail, on a montré que le codage dans la fréquence, il était plus intéressant que le codage dans le temps. Mais pourtant, il y avait quelque chose, une question qui n'avait pas été répondue, c'est quid du bruit? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que le bruit puisse nous aider? Et en fait, en électronique, souvent, le bruit, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est parasite, il est mauvais. Il faut maximiser le signal du bruit. Et à partir de maintenant, je vais vous parler d'augmenter le bruit. Alors, pour concevoir un circuit neuromorphique, un radio neuromorphique qui est optimisé en bruit, il faut d'abord choisir bien quel est le circuit de synapse pour discriminer les puissances RF qu'il reçoit. Ensuite, il faut trouver le bon calcul de bruit blanc gaussien qui va faire ce neurone opérer dans un phénomène qui s'appelle les résonances stochastique. Je vais définir ça dans le prochain slide. Et finalement, on va vous montrer par simulation post-layout et aussi Process Voltage Temperature Analysis, PVT, comment ça marche ça au niveau fiabilité. Bon, le circuit il est simple, hein. Il y a une antenne, il y a un résistant d'adaptation, il y a un détecteur d'enveloppe classique. Ensuite, j'ai un miroir de courant qui va générer ces voies synaptiques pour moi. Et après, j'ai le même circuit d'avant, le même neuron que tout le monde oublie, qui est composé de 2 inverseurs. Alors, comment on va concevoir le neurone? La première chose à retenir, c'est ceci, ce n'est pas un inverseur, d'accord? Ces transistors ils sont en train d'opérer dans une région qui s'appelle du threshold. L'extension d'alimentation, c'est plus ou moins 100 mV, 100 mV. Donc, c'est bien au-dessus de la seuil du transistor. Pensée numérique, ça ne marche pas. Il faut utiliser tout ce qui est des méthodes et des modèles de type GM sur ID et Unified Current Control Mode. En gros, ça donne au niveau équation ça ou ça. Ensuite, il faut prendre ce circuit-là, il fait la somme du courant dans le nœud de sortir et calculer ce modèle qui est présenté plutôt ici. Voilà. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le meilleur compromis de conception?
Et surtout, je voulais vous dire, ne faites pas confiance à votre simulateur, parce qu'il y a beaucoup de simulateurs qui ne savent pas traiter les données, les modèles dans cette région. Là, je vais vous introduire. Qu'est-ce que ça veut dire résonance stochastique? Bon, il y a plusieurs définitions. Je vais prendre celle que j'ai utilisée dans ce travaux. C'est dans la présence de bruit, un système non linéaire ou bistable, il est meilleur, il a un meilleur signal, qualité de signal, qui est dans la puissance du signal. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire qu'il y a un compromis que si je ne mets pas assez de bruit, je n'ai pas le phénomène de résonance stochastique. Si je mets le bruit optimal, je maximise le phénomène et j'améliore mon SNR à puissance du signal constante. C'est un peu fou, mais c'est le phénomène de résonance stochastique. Et si j'ai beaucoup de bruit, en fait, je vous montre le plancher de bruit et je réduis mon SNR. Donc, l'objectif final, c'est de trouver quel est le bruit optimal. Quand je parle de bruit, je parle de la variance de bruit en densité spectrale de bruit. Et il faut maximiser la corrélation croisée, phénomène entre les composants qui va améliorer, va améliorer la qualité de signal sur bruit. Dans ce type de circuit, il y en a deux bruits, d'accord? Le premier bruit, c'est le transistor qui va se faire des short noise. Donc, je vous présente l'équation de short noise. C'est comme ça parce que nous sommes en ultra faible consommation et les transistors en weak inversion, ils sont plus sensibles à short noise qu'à thermal noise. Et le deuxième bruit, c'est le fameux résisteur que j'ai mis pour l'adaptation d'impédance 50 ohms, tout bêtement que j'ai mis là. En fait, il y a une raison. Et ce que je fais, c'est, avec tous les calculs que je ne peux pas présenter ici, qui sont dans l'article, nous avons montré que la sensibilité de la radio, elle dépend de la sensibilité de base hors phénomène de résonance stochastique. Et pour ceux qui savent, le détecteur d'enveloppe, c'est la formule classique avec le bruit, le noise factor, la bande, le plancher de bruit thermique et les SNR à l'entrée. Nous sommes en OOK, donc le SNR min c'est 12 dB. Et la corrélation croisée, elle va augmenter, améliorer cette sensibilité avec cette formule-là. Okay? Donc, en faisant le calcul, on peut trouver quelle est la meilleure puissance des spectrales de bruit, qui est en fait le short noise et le thermal noise ensemble. Donc, ça fait à peu près 9-10 puissance moins 4 ampères carrés. Et cela, avec les calculs théoriques, ça devrait me donner 6 dB d'amélioration dans les SNR. Ce résultat n'était pas proposé par moi, en fait, il était proposé auparavant par des collègues de C2N qui travaillent dans le domaine de l'homographique depuis longtemps. Okay? Ce que je fais, c'est je transpose ça à un circuit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le transistor, il ne peut pas opérer dans n'importe quelle condition. La condition optimale d'opération est la suivante. Il faut qu'il oscille ou qu'il spike dans une fréquence plus grande que la fréquence de corner du transistor, où le bruit flicker il rencontre le bruit short noise, mais pas trop grande et jamais plus élevée que la tension, que la fréquence de transition du transistor, qui est la fréquence maximale qui fonctionne comme un amplificateur. Le petit détail qui change tout, c'est qu'ici dans ce graphe, le FCO est en kHz et le FT il est en MHz. C'est-à-dire cette région qui est juste au milieu là, elle nous permet de choisir une bonne fréquence qui est 10 fois plus petite que la FT et 10 fois plus grande que la FCO. Et finalement, on va toujours tomber avec des coefficients d'inversion IF qui tournent autour de 0,99 ou presque 1. Le résultat qu'on a trouvé est le suivant. Bon, on est allé jusqu'au layout. Là, nous avons le radio complet. Ici, c'est l'entrée de la ligne de transmission. Je n'ai pas la ligne de transmission complète avec le pad. La résistance d'adaptation d'impédance, elle est là. Et elle était choisie, ils sont pris en compte dans l'optimisation. Et le neurone, il était redimensionné pour qu'il soit optimisé pour la résonance stochastique avec le détecteur d'enveloppe et son kappa, qui est présenté dans le schématique avant. Nous avons trouvé une consommation de 33 nanowatts. L'adaptation d'empédance, elle fonctionne bien entre 0,1 et 10 GHz. Le gain de conversion, c'est d'environ 1,25 nanoampères avec une puissance à l'entrée de 0 dBm. Et on a un bruit qui est élevé, c'était voulu qu'il soit élevé, du 8 dB en noise figure. Mais c'est très très proche du bruit optimal, je l'avais trouvé. Et cela, ça fait qu'il spike en 9 kHz avec une efficacité énergétique de 13,5 femtojoules par Synaptic Operation Point. Et ça, c'est la figure mérite qui est très important pour tous les circuits neuromorphiques
on va essayer de mesurer quelle est l'énergie consommée par opération synaptique. Et c'est comme ça qu'on va mesurer la quantité d'énergie, parce qu'en fait, une réseau de neurones, s'il y a beaucoup de neurones, peu de neurones, beaucoup de synapses, peu de synapses, on ne peut pas comparer en watts, il faut comparer à l'unité de calcul central. C'est comment aussi ça dans les ordinateurs. Bon, la performance du circuit, ça marche. En fait, vous avez un 32 bits de 16 bits OOK, qui est modulé qu'apparaît ici en noir. Et nous avons la démodulation pour moins 7 dBm, moins 20 dBm et moins 25 dBm, soit la rouge, la bleue et la verte. La verte, elle est un peu limite. C'est là où on nous fait chercher quelle est la vraie sensibilité de la radio, quelle est la plus petite puissance que je suis capable de détecter, et que ça me mène à ce résultat-là. Nous avons calculé par simulation, Buzz Layout, la résonance stochastique, elle fait basculer la courbe de là à là, et la puissance minimale, elle passe de ce point-là vers ce point-là, qui est à environ de moins 30, moins 31 dBm. Et c'est intéressant de voir, c'est qu'à cette puissance-là, nous sommes plutôt là, qui est exactement où le circuit il rentre dans le régime de forte efficacité énergétique. Je consomme le moins possible pour faire l'opération. Le système, bien entendu, comme il est un faible conso, il est un faible inversion, il est fort dépendant de la température. Nous avons démontré en fait qu'il fonctionne en température seulement entre 0 et 30 degrés, c'est assez limité la bande. Je dirais que c'est voulu parce qu'on a tellement biomimé le cerveau qu'il ne fonctionne à la température fixe, comme notre cerveau à 37 degrés. Il arrive à coder les spikes et la variation des spikes avec le Monte Carlo, elle est suffisamment faible et cohérente avec la littérature. Quand on compare nos performances avec la littérature, ici j'ai les auteurs et là j'ai les papiers correspondants, on voit qu'en fait on arrive à un compromis qui est assez intéressant. On n'a pas en sensibilité trop basse, moins 30 dBm, c'est pas suffisant. Ça serait beaucoup mieux de moins 60 dBm comme ces gens-là. Mais en fait, ce type de travaux-là, d'abord, ils ne sont pas neuromorphiques, et ensuite, ils sont dans des fréquences d'opération qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, faire travailler ça à 400 MHz ou 100 MHz, c'est très différent. Pas seulement en fréquence de porteuse, comme aussi en data rate. En revanche, le travail que je propose, il est à 2,4 GHz et le data rate varie le data rate et il ne varie pas la conso. Donc je peux travailler des 1 kilobit par seconde jusqu'à 100 kilobits par seconde et j'ai toujours la même conso. Pour conclure, je résume là. C'est un radio qui consomme 33 nanowatts avec une sensibilité de moins 31 dBm. C'est pas beaucoup, mais c'est très intéressant parce qu'on a eu une amélioration de cette sensibilité de 9,5 dB finale en simulation post-layout avec une efficacité énergétique de 33 picojoules par bit. Ça pour comparer avec les propositions type numérique. Tout ça avec une surface de 300 micromètres carrés qui est assez petite si on part avec d'autres composants radio. D'autres radios sont beaucoup plus grands avec des inducteurs, tout ça. Et avec une analyse périmétrique qui nous donne un bon espoir que ça marche et qui c'est aussi fiable. Si vous êtes intéressé en plus de détails, vous pouvez le trouver cet article-là et il vient d'être publié en Design and Test, Transactions avec l'IPOI. Et je vous remercie pour votre attention et je suis là ouvert aux questions. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez.